Bienvenue à True Crime avec Christina, le podcast où l'on parle des histoires les plus sombres, les plus troublantes, mais toujours vraies. Ce soir, on va parler d'un tueur en série, d'un manipulateur, d'un rusé, d'un calculateur. On va parler d'un homme qui menait une double vie. Il était camionneur de jour et tueur en série de nuit. Voici l'histoire de Keith Hunter Jesperson, alias le Happy Face Killer. Avertissement, cet épisode parle de violence, de meurtre et d'agression sexuelle. C'est pas fait pour les enfants de moins de 18 ans et non plus pour les personnes à cœur sensible. Keith est né le 6 avril 1955 à Chilliwack, en Colombie-Britannique. Il était le troisième d'une famille de 5 enfants. Son père, Les Samuel, c'était un homme extrêmement autoritaire, brutal et très violent. Il battait régulièrement ses enfants à coups de poing et à coups de claque. Quand il avait trop mal aux mains, il s'équipait d'une ceinture noire en cuir. Sa mère, Gladys Jesperson, était plus passive. Elle fermait les yeux sur la violence que son mari infligeait à ses enfants. Mettons que c'était pas très populaire dans ces années-là confronter son mari ou même donner son opinion en tant que femme. L'ambiance dans la maison était tendue, pesante, comme ça à tous les jours. Keith a grandi dans un climat de peur constante, sans amour ni sécurité. On peut même dire qu'il était une forme de rejet de ses parents aussi. Dès son très jeune âge, Keith a montré des comportements vraiment troublants. À 5 ans, il a commencé à tuer des petits animaux. On parle d'oiseaux, de chats, de souris, et tranquillement, il a évolué à des chiens. Il les attrapait, il les battait pour les tuer, il les étranglait. Il regardait leur souffrance avec une froideur qui donnait froid dans le dos. C'est ce que ses cousins auraient dit pendant des entrevues. Le pire dans tout ça, c'est que ça a l'air que son père l'encourageait pratiquement. Il ne voyait pas ça comme un problème. Au contraire, il semblait fier que son fils soit dur, qu'il soit un tough. C'était pas un mou. C'est là où le germe de la cruauté a commencé à grandir en lui. À l'école primaire, Keith se sentait isolé. Il était plus grand que les autres garçons de son âge, ce qui aurait pu l'avantager, mais au contraire, ça le rendait maladroit. Il avait une démarche un peu pesante, puis son regard était souvent vide. Les enfants riaient tout le temps de lui. Il l'avait même surnommé Igor à cause de sa démarche puis de son allure un peu bizarre, comme dans les films de monstres. Un ancien camarade de sa classe a dit dans une entrevue, Keith, il était tout le temps tout seul. Personne ne voulait s'asseoir à côté de lui. On le trouvait étrange. Pas juste bizarre, comme un enfant timide, mais weird, dérangeant. Une autre personne qui l'a connu au secondaire a aussi dit il y avait une noirceur en lui. Même quand il disait rien, tu sentais que quelque chose clochait. Tu pouvais sentir son esprit négatif. C'était pas juste les élèves qui ont remarqué qu'il était bizarre. Il y a un prof qui a déjà mentionné il ne participait pas en classe, il était là, mais ailleurs mentalement. Quand tu croisais son regard, c'était comme s'il regardait à travers ton esprit. Avec les années, l'intimidation a empiré. Au lieu de se défendre ou de chercher du soutien, Keith s'est renfermé sur lui-même. Il a commencé à développer une rage sourde, une colère intérieure qui bouillait sans jamais sortir, du moins pas tout de suite. Pendant que les autres ados pensaient aux filles, aux amis, aux sorties, aux parties, Keith, lui, nourrissait des fantasmes de domination, de contrôle, de vengeance. Il rêvait de pouvoir, il rêvait d'avoir l'ascendant sur les autres, de leur faire peur, de reprendre ce qu'on lui avait volé, le respect, sa dignité, l'attention qu'il méritait. Mais personne n'a vu venir ce qu'il allait devenir. Personne n'a vraiment tendu la main. Ce jeune garçon isolé, humilié, modélé par la violence allait un jour sortir toute cette noirceur dans des actes horribles qui allaient marquer l'histoire criminelle des États-Unis. Rendu adulte, Keith
avait accumulé en dedans de lui des années de frustration, de rage puis de solitude. Il n'avait jamais appris à gérer ses émotions autrement que par la violence ou le contrôle. Puis tranquillement, il s'est construit une double vie. Dans une de ses vies, c'était un père de famille, le gars tranquille, le camionneur qui parcourait les routes entre le Canada et les États-Unis. Et dans son autre vie, c'était le prédateur, celui qui profitait de ses longs trajets en solitaire pour traquer, manipuler, violer puis tuer des femmes. Keith profite de sa job de camionneur pour se déplacer d'un état à l'autre sans laisser de traces. Ses targets, c'est des femmes vulnérables, des travailleuses du sexe, des filles qui font du pouce ou simplement des femmes à qui il offre des lifts. C'est en janvier 1990, à Portland, en Oregon, que Keith décide de commettre son tout premier meurtre. La victime s'appelait Tanya Bennett. Elle avait 23 ans. C'était une jeune femme avec une légère déficience intellectuelle. Elle vivait chez sa mère, puis elle essayait d'avoir un peu plus d'indépendance. Cette soirée-là, elle a voulu sortir, aller s'amuser un peu, aller danser, rencontrer du monde. Alors elle se retrouve dans un bar où elle a croisé Keith. Les témoins ont dit qu'il avait l'air gentil, sociable, pas menaçant du tout. Il jase un peu avec les gens. Il a proposé d'aller prendre un verre chez lui. Tanya a accepté. Mais une fois rendu dans l'appartement, l'ambiance a changé rapidement, ça a l'air. Keith a commencé à être insistant. Il voulait avoir une relation sexuelle, mais Tanya, elle a dit non. Et à cause de ça, ça a commencé une chicane. Et c'est là que Keith a perdu sa tête. Il est devenu fou de rage, incontrôlable. Il l'a frappé violemment au visage, il l'a battu sans pitié, puis il a fini par l'étrangler avec ses deux mains. Tanya s'est débattue, elle essayait de crier, mais Keith était trop fort. Il serre jusqu'à ce qu'elle ne puisse plus bouger. Mais ce qu'il ne sait pas encore, c'est qu'il y a un couple tordu, Laverne Pavilnac et John Sonovkov, vont volontairement se dénoncer pour le crime, malgré que c'est pas eux qui l'ont commis. Laverne a inventé une histoire farfelue disant que son chum a tué Tanya puis qu'elle l'a aidé à s'en débarrasser. Pourquoi? Parce qu'elle voulait sortir de sa relation toxique avec son chum, puis elle pensait que la meilleure façon, c'était de se faire arrêter. Le résultat? Ils se sont fait arrêter. Les médias s'emballent. Keith, lui, est frustré de ne pas avoir le crédit pour son crime. Il veut que le monde sache que c'est lui le vrai tueur. C'est là qu'il a commencé à écrire des lettres anonymes aux journaux et aux policiers. Il a décrit le meurtre en détail et il a signé la lettre avec un petit bonhomme sourire. C'est cette signature-là qui va lui coller à la peau pour toujours. Le Happy Face Killer. Plus tard, quand il sera arrêté, il va confesser le meurtre de Tanya dans les moindres détails. Il a dit froidement « Elle m'a dit non, j'ai perdu patience, j'ai fait ce que j'avais à faire comme homme. » Aucune émotion, juste un ton plat, mécanique. Ce meurtre-là, c'était le point de départ. Après ça, Keith a commencé à tuer de façon plus régulière en se servant de sa job de camionneur pour repérer ses victimes dans les haltes routières, les bars ou les truck stops. Je ne sais pas si je l'ai mentionné, mais Keith, à l'âge adulte, mesurait 6 pieds 6, environ 330 livres. Donc c'était un homme très imposant. Après le meurtre de Tanya Bennett, Keith a réalisé qu'il pouvait tuer et s'en sortir. Puis c'est là, ça l'a complètement débloqué. Il a commencé à chercher ses prochaines victimes sur la route. Pendant qu'il faisait des livraisons en tant que camionneur, il chassait en même temps. Son mode opératoire, bien, c'était les haltes routières, les truck stops comme j'ai mentionné, les endroits où les gens sont de passage puis où personne ne pose trop de questions ou qu'ils ne portent pas trop attention. C'est dans ce contexte-là qu'il a rencontré Cynthia Lynn Rose, une femme de 33 ans. Cynthia était une travailleuse de sexe qui traînait souvent dans les haltes routières de la Californie. Elle avait une vie très difficile, elle consommait de la drogue.
Un soir, pendant que Keith dormait dans son camion, stationné dans un aire de repos, Cynthia est montée à bord sans qu'il s'en rende compte. Lui, Keith, dit qu'elle voulait sûrement voler son argent. Quand il s'est réveillé, elle s'est mise à flirter avec lui. Keith a raconté plus tard que ça l'avait mis en maudit qu'elle ait rentré dans son camion sans lui avoir demandé la permission. Il voulait pas avoir de compagnie, fait que c'était le prix à payer pour elle. Au lieu de simplement lui dire de partir, il a explosé. Il l'a frappé violemment à la tête, puis comme toutes les autres, il l'a étranglé avec ses mains. C'était rapide, brutal, sans aucune pitié. Il aurait pu tout simplement lui dire « Sors de mon camion ». Non, pour lui, c'était le temps de prendre sa vie. Il a ensuite traîné son corps à l'extérieur du camion, puis il l'a laissé là sur place, dans l'air de repos, comme s'il valait rien, comme un sac à poubelle. Ensuite, il est juste reparti. Il a repris la route comme si de rien n'était. Un café à la main, let's go, on y va. On s'en va dans une autre ville, une autre victime. Ce meurtre-là, Keith l'a avoué plusieurs mois après les faits, dans une de ses lettres. Il disait qu'elle l'avait envahi, qu'il se sentait piégé, comme s'il n'avait pas le choix de la tuer. Cynthia, elle, a longtemps été une victime sans nom. Ce qu'il faut savoir, c'est que Cynthia, c'était pas son vrai nom. Elle a été identifiée comme Jeanne Doe. C'est seulement plusieurs années plus tard, avec les aveux de Keith, que son identité a pu être confirmée. Quelques mois après avoir tué Cynthia, Keith reprend la route, comme si de rien n'était. Toujours la même routine. Il conduit son truck, fait de la livraison, il dort dans son camion, puis il traque ses victimes. C'est à Salem, dans l'Oregon, en novembre 1992, qu'il va croiser la route de Lori Ann Pendleton, une jeune femme de 26 ans qui travaillait comme escorte pour joindre les deux bouts. Lori avait une petite fille, une vie pas facile, mais elle faisait ce qu'elle pouvait pour s'en sortir. Ce soir-là, elle était loin de se douter qu'elle venait de tomber sur un monstre. La rencontre dans un quartier un peu louche. Il négocie un prix pour un service sexuel. Elle a accepté de le suivre. Tout semble normal au début, selon le témoignage que Keith donnera plus tard. Mais Keith a avoué qu'il a refusé de payer la totalité de ce qu'il avait promis. Alors évidemment, Lori était un peu fâchée. Elle lui a dit qu'elle allait aller à la police s'il ne la paye pas au complet. C'est là que Keith a pété une coche. Il s'est senti menacé, comme si elle remettait en question son autorité, chose qu'il n'était pas capable de tolérer chez les femmes. Un peu comme son père. Il l'a attrapé violemment et il l'a étranglé d'un coup. Encore une fois, avec ses mains nues. Pas d'armes, pas de corde, rien du tout. Juste la force brute, puis une volonté froide de tuer. Keith a laissé le corps de Lori dans un stationnement derrière un centre commercial. Encore une fois, déposé comme un objet. Il est remonté dans son truck, allumé son moteur. Let's go, on repart sur la route. Il a dit dans une de ses lettres à propos de ce meurtre-là, « Elle m'a menacé, alors j'ai agi. J'ai pris le contrôle. Elle n'aurait pas dû essayer de m'avoir comme ça. » Pour lui, c'était jamais de sa faute. C'était toujours la victime qui avait provoqué de se faire tuer. Une justification constante qu'il donnait, un discours de domination de A à Z. On peut voir à quel point que Keith avait zéro remords. Pour lui, enlever une vie, c'était devenu un réflexe. C'était une solution facile à un conflit, une manière de garder le pouvoir sur chacune des situations. Une autre victime parmi tant d'autres, Lori Ann Pendleton. C'était une maman d'une belle petite fille. Mais pour Keith, c'était juste une autre statistique. Un autre nom sur sa liste de meurtres. Après ce crime, Keith a continué à écrire ses lettres aux journaux, à signer avec son petit bonhomme sourire. Il cherchait pas juste à tuer, il voulait être reconnu aussi pour ses crimes.
Il voulait avoir l'attention, comme si c'était un concours de cruauté. On est en janvier 1995 et Keith est rendu au sommet de sa folie meurtrière. Il a déjà tué plusieurs femmes, il se promène partout aux États-Unis avec son camion et il commence à perdre complètement le contrôle. Chacun de ses meurtres est plus violent que le précédent. C'est à ce moment-là qu'il croise la route d'Angela Subrees, une jeune femme de 21 ans. Angela vivait une période difficile dans sa vie. Elle faisait du pouce, espérant se rendre quelque part où elle pouvait recommencer à neuf. C'est comme ça qu'elle est tombée sur Keith, dans un truck stop quelque part au Nevada. Il lui a offert un lift, elle a accepté, elle pensait avoir trouvé un bon samaritain, mais elle venait d'embarquer avec un tueur en série. Par contre, la différence avec elle, c'est qu'ils ont voyagé pendant quelques jours ensemble. Keith lui faisait croire qu'il était un gars gentil qui voulait aider les gens. Mais plus que les kilomètres passaient, plus que Angela commençait à se méfier de lui, elle le trouvait étrange, froid. Puis aussi, il parlait pas beaucoup. Il la regardait comme un objet avec un regard vide. C'est ce qu'elle avait dit à Keith. Pourquoi tu me regardes comme ça? Ça l'a causé une chicane. Elle lui a demandé de la débarquer. Mais lui, il n'a pas voulu. Alors Angela a voulu descendre. Elle lui a dit qu'elle voulait plus continuer la route avec lui. Puis là, Keith a craqué. Il l'a attaqué violemment. Il l'étrangle encore une fois avec ses mains, sans aucune hésitation. Mais cette fois-là, il va encore plus loin. Après l'avoir tué, il prend son corps, puis il l'attache sous son camion. Oh oui, tu m'as bien entendu. Il a attaché le corps d'Angela sous le troc avec une corde. Il l'a traîné pendant un bon bout de route. Pourquoi? Selon lui, pour effacer les preuves. Mais dans les faits, c'est un geste pur de sadisme. Quand il a fini, il a abandonné son corps dans une zone boisée comme un vieux sac d'ordures. Il a repris la route, froidement, en sifflant tranquillement, comme si rien ne s'était passé. Dans une de ses lettres de confession, Keith a écrit « Elle commençait à poser trop de questions. Elle devenait un problème, alors j'ai réglé ça. » Tellement froid et calculateur, comme toujours. Il a aussi dit à un enquêteur « Traîner son corps, c'était pas un accident. Je voulais que ça soit clair que c'était moi, qu'on me prenne au sérieux. Parce que si jamais vous me posiez des questions, j'aurais pu vous dire en détail comment je l'ai fait et les évidences auraient matché mon crime. » Angela avait juste 21 ans. Elle avait toute sa vie devant elle. Elle voulait juste avoir une chance de recommencer à zéro, un nouveau départ. Mais pauvre elle est tombée sur Keith. Puis comme plusieurs autres avant elle, elle est juste disparue dans l'oubli. Jusqu'à temps qu'il se décide de parler de son meurtre, des années plus tard. Pour lui, chaque meurtre, c'était pas juste un crime, c'était un message. Il a déjà dit que chaque meurtre lui donnait une sensation de pouvoir comme s'il était Dieu. Plus ça allait, plus ses crimes devenaient brutaux. Il prenait goût à la douleur des autres. Après le meurtre d'Angela, Keith a continué sa série meurtrière. Il a tué Suzanne Killingberg. En août 1994, Keith l'a rencontrée en Floride. Suzanne avait juste 34 ans. C'était une voyageuse cherchant de nouvelles expériences. Malheureusement, elle avait besoin d'un lift, donc elle a accepté de monter à bord du camion de Keith. Après quelques heures sur la route, on ne sait pas trop pourquoi, mais encore une fois, une chicane a éclaté entre eux. Keith, fidèle à son mode opératoire, l'a étranglé jusqu'à mort. Après ça, il a abandonné son corps près d'une heure de repos isolé. Une autre de ses victimes, en septembre 1992, Keith croise le chemin de Patricia Skipple. Elle a 45 ans, connue sous le nom de Carla parmi ses proches. Patricia était une mère aimante, appréciée de sa communauté, de ses amis, de sa famille. Il l'a rencontrée dans un bar en Californie. Après l'avoir convaincue de l'accompagner, il l'a tuée de façon similaire à ses autres victimes. Il a abandonné son corps, encore une fois, sur le bord de la route. En 1992,
Le corps d'une femme non identifiée est retrouvé au long de l'autoroute 95, près de Blythe, en Californie. Keith a avoué tuer cette femme, mais son identité reste inconnue toujours à ce jour. Les autorités continuent de travailler pour rendre hommage à son nom. Comme j'ai mentionné plus tôt, Keith écrivait des lettres aux médias, aux policiers et aux enquêteurs qui travaillaient sur ces meurtres. Dans une de ses lettres, il a écrit « J'ai tué ces femmes parce que je le pouvais. Personne ne pouvait m'arrêter. J'étais au-dessus des lois. J'étais Dieu. » Ces lettres montrent non seulement son absence totale de remords, mais aussi son besoin maladif de reconnaissance. Sa famille ont été profondément affectés par la révélation de ses crimes. Sa fille aînée, Melissa Moore, a partagé son expérience dans plusieurs entrevues et dans son livre qu'elle a écrit. Elle a dit « Je me souviens qu'il y a un jour, mon père m'a dit « Je sais comment tuer quelqu'un et m'en sortir. » À l'époque, je pensais que c'était une blague macabre. Elle a aussi dit « Quand j'étais petite, je voyais mon père tuer des animaux pour le plaisir. Il les attrapait, soit des chats ou des chiens errants, et il les pendait dans notre grange. Je savais que c'était mal, mais je n'osais rien dire. Ces souvenirs-là me hantent encore aujourd'hui. » Elle a aussi dit dans une entrevue « Mon père était un homme charmant en public. Tout le monde l'aimait. Mais à la maison, c'est une autre histoire. Il était froid et distant. Je n'ai jamais compris comment il pouvait porter deux masques si différents. » Elle a déjà dit aussi « Un jour, ma mère nous a rassemblés, mes frères et moi, dans le salon. Elle avait un air grave sur son visage. Elle nous a dit « Votre père est en prison. » Mon frère a demandé « Ben pourquoi? » Elle a répondu « Pour meurtre. » C'était comme si le sol s'ouvrait sous mes pieds. Je ne pouvais pas croire que mon propre père était accusé de telle horreur. Elle a aussi dit « Après l'arrestation de mon père, j'avais peur que les gens découvrent qui j'étais. À l'école, je craignais que mes amis me rejettent s'ils savaient la vérité. Je vivais dans une peur constante d'être jugée pour les actions de mon père. Il m'a fallu des années pour comprendre que je n'étais pas responsable de ses actes. J'ai appris à me reconstruire, à trouver ma propre identité, séparer son identité de la mienne. Aujourd'hui, je partage mon histoire pour aider les autres à surmonter leurs propres démons. » Après son arrestation en mars 1995 pour le meurtre de sa conjointe Julie Ann Winningham, Keith a été accusé d'une série de meurtres à travers des États-Unis comme qu'on sait déjà qu'il avait commis. Son premier gros procès a eu lieu en Oregon pour le meurtre de Tanya Bennett, commis en 1990. Au lieu de plaider coupable directement, Keith a choisi de plaider no contest. Autrement dit, il ne niait pas, mais il l'admettait pas non plus. Il acceptait juste de prendre la sentence sans se battre. Il savait très bien ce qu'il faisait en disant ça. Il a évité la peine de mort et il a été condamné à la prison en perpétuité avec un minimum de 30 ans avant d'être éligible à une libération conditionnelle. Mais entre toi et moi, on le sait qu'il va jamais sortir de là. Peu de temps après ça, Keith a été extradé dans l'État de Washington pour faire face au meurtre de sa copine à l'époque, Julie Ann Winningham. Cette fois-là, il a plaidé coupable sans chialer. La sentence? Encore une peine de prison à vie sans possibilité de sortir. Mais c'est pas tout. Keith a aussi été reconnu coupable dans d'autres États pour d'autres meurtres qu'il a avoués. À chaque fois, ça a été la même histoire. Il a coopéré, il a raconté ses meurtres dans les moindres détails, et pour lui, il faisait juste accumuler des peines de prison à perpétuité, comme si c'était des timbres de collection. Dans sa tête, il a gagné, parce qu'il a commis 8 meurtres, mais finalement, même s'il a eu 8 sentences, c'est quand même la même sentence pour chacun. Donc, au bout du compte, pour lui, il a gagné.
Il faut se rappeler que derrière chacune personne qui l'a tué, il y avait une vie, ces femmes-là. Il y avait une histoire. Il y avait une famille. Je veux honorer la mémoire de Tanya Bennett, Cynthia Lynn Rose, Lori Ann Pendlen, Angela Subreeze, Suzanne Killingberg, Patricia Skepple et la victime non identifiée. Que leur âme repose en paix et que leur famille trouve un jour la sérénité. Merci d'avoir pris le temps d'écouter mon émission aujourd'hui. Restez vigilants, gardez l'œil ouvert et à la semaine prochaine.